France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 19 octobre et comme chaque vendredi, la récap de l'actualité de la semaine, les meilleurs moments. On y revient bien sûr avec cette question du jour, quelques heures après les révélations de Mediapart au sujet d'une présumée tentative d'enlèvement d'un de ses proches par d'autres membres de son entourage. Karim Benzema a répondu sur Twitter. Rappelons que le joueur du Real de Madrid n'est pas directement visé par l'enquête. Y a-t-il selon vous un acharnement envers lui? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous reviendrons évidemment sur le cas Mélenchon qui a occupé la sphère médiatique toute cette semaine avec les perquisitions et les coups de colère de ce dernier. Y a-t-il une justice à deux vitesses? C'est la question à laquelle tentera de répondre au travers de son avis tranché Enver de Santos tout à l'heure. Et puis, suite au mauvais calcul de MPS, la fin est-elle proche pour lui? Réponse et analyse dans cette émission. Vos appels pour participer, réagir 01 40 33 9000. C'était à la une du 19 octobre, une disparition à vous signaler en 1943, celle de Camille Claudel qui fut sculptrice. Et puis, à la radio, une émission célèbre sur une certaine radio en 1959. La première de Salut les copains en 1959, un 19 octobre sur Europe 1. 9 octobre 1987. C'était un lundi noir à Wall Street. En effet, il y a 31 ans, à Wall Street, l'indice Dow Jones perd 22,6% de sa valeur, entraînant la majeure partie des places financières internationales dans sa chute. Les cours n'amorceront leur remontée qu'à partir du 21 octobre. Une perte de 10 à 20% est enregistrée pour tous les pays. Seules la France et la Belgique ne seront pas affectées par ce lundi noir à Wall Street. Toujours dans l'actualité du 19 octobre et cette fois-ci on est en 1992 où le Parlement sud-africain adopte la loi permettant l'entrée des Noirs au gouvernement. Et puis en 1999, l'Assemblée nationale, on est en France, adopte en première lecture le second projet de loi de Martine Aubry sur la réduction du temps de travail, passant ainsi à 35 heures. Pour les anniversaires, Agnès Jaoui a 54 ans, Jérémy Châtelain, souvenez-vous de lui dans la Starac, il a 34 ans aujourd'hui. Le politique du jour, Robert Hue, 72 ans. Le parc-maître, ça fait 47 ans que vous avez des Amandins, et oui, c'est son anniversaire, vous pouvez le saluer aujourd'hui. Et puis pour être complet, on va souhaiter un bon anniversaire à celui qui est depuis de nombreuses années sur France Télévisions. Et il présente depuis de nombreuses années le jeu Motus sur France 2, Thierry Beccaro a 62 ans aujourd'hui. Le grand forum, merci d'être avec nous, bonjour une nouvelle fois, ceux qui nous rejoignent bien sûr, c'est parti jusque 18h avec aujourd'hui un plateau un peu particulier, je dois vous le dire. Et preuve de mon ultra tolérance aujourd'hui, ce sont pas moins de 2 fans de Marseille qui sont avec nous aujourd'hui, à commencer par Azik Métiche. Bonjour Azik. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Fan de l'OM, je confirme. Monsieur Enver de Santos aussi. Bonjour à ses heures perdues aussi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez l'OM, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais on sent que le Classico approche. Oui, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain, mais bon, là on te fait l'honneur d'être là avec toi justement. C'est ça que tu dois te dire. Non, alors je dois juste expliquer aux auditrices, aux auditeurs que évidemment ça se chanvre pas mal. Mais il y a quelques supporters, ils sont pas très nombreux, mais ils se font entendre, comme d'habitude. C'est la minorité que l'on remarque le plus. Dédicace à Maître Besma. Maître Maghrebi, oui. Tout ce qu'on a à dire. On parle juste du club le plus populaire de France, quoi. Oui, mais plus populaire du un peu partout. Un peu partout dans le monde. C'est un peu comme le drapeau d'Algérie, tu vois. Ça. Oh là là, ça n'hésite pas à se comparer au drapeau algérien. Vous avez bien entendu, mais c'est la 01 40 33 nous, on rigole pas. C'est la référence. Le drapeau algérien, tu le vois partout. Et l'Olympique de Marseille, tu le vois partout, quoi qu'il arrive. Je salue Maître Maghrebi. Au-delà de son seul défaut, c'est de supporter Marseille. Le reste, rien à dire. Noble qualité, s'il en est. Oui, bien sûr. Bon, et justement, on va parler foot, messieurs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une nouvelle affaire Benzema qui est partie hier du journal Mediapart. Et la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez en nous appelant au 01 40 33 9000, aussi sur Facebook et Twitter. Quelques heures après donc les révélations de Mediapart au sujet d'une présumée tentative d'enlèvement d'un de ses proches par d'autres membres de son entourage, Karim Benzema a répondu sur Twitter. Rappelons que le joueur du Real de Madrid quand même n'est pas directement visé par l'enquête. Y a-t-il, et c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, acharnement
contre Karim Benzema envers sa personne. Razik, comme ça, avant de détailler l'affaire, y a-t-il acharnement d'après toi? Bah moi j'ai eu un peu deux effets hier soir. Le premier effet, en fait, quand j'ai vu la source, je me suis fait tromper. Ça veut dire lorsqu'on voit la source, on se dit bon, c'est Mediapart qui est connu pour être un des seuls, on va dire presque journal canard d'investigation qui est un tant soit peu sérieux, qui a été à l'origine de l'affaire Cahuzac, qui a été à l'origine de bon nombre d'affaires qui ont abouti en plus juridiquement, donc ça veut dire avec des billes et avec des enquêtes bien menées. Donc j'ai eu peur. Je me suis dit mince, si Mediapart publie ça, c'est que peut-être il y a quelque chose. Donc je suis parti voir l'article. À la lecture de l'article, je me suis dit mince, peut-être que Mediapart est en train de suivre la tendance de la presse française, qui est devenue, je sais pas si on peut dire le terme, je vais le lancer quand même, qui est devenue un peu putaclic. Ça veut dire avec un titre racoleur. Pour le coup, Benzema, séquestration, on sait que ça va faire vendre, on sait que les gens vont être dirigés vers la page, on sait que ça va ouvrir les médias le lendemain, voilà, on sait qu'on va être à la une à la une de l'actualité. Après, dans le dossier, dans les éléments du dossier, déjà premièrement, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte, ça veut dire qu'il y a une plainte qui a été déposée par cet ex-agent de joueur tel qu'il est présenté. Pour le coup, dans le monde du football, ce qu'il faut savoir, il y a énormément de cash et de conflits, étant donné les sommes qui sont en jeu, c'est pas, qu'il y ait des altercations, c'est pas un scoop pour le coup, qu'il y ait des altercations entre agents de joueurs dans le monde autour du football, c'est pas un scoop, il y en a tous les jours, tous les soirs presque, ouais. Entre guillemets en poussant le mouche, sauf que là, il y a deux versions qui sont. Surtout que vous en connaissez quelque chose à Marseille. Oui, oui. Vous achetez les joueurs, non, vous achetez les matchs. Ah, on va pas remonter sur des faits qui sont prescrits depuis plus de 25 ans presque. On vient toujours nous sortir la vieille valise cachée dans le jardin du joueur de Valenciennes. Bah oui. Comme si l'Olympique de Marseille avait été le seul club à recourir à ces méthodes dans les années 90. Ouais, mais les autres se sont pas fait choper, pardon. Oui, non, on avait Bernard Tapie à notre tête et il y avait aussi la volonté à l'époque par un pouvoir socialiste aux abois de se faire Bernard Tapie aussi par la droite. Enfin, il y avait un consensus pour se faire Bernard Tapie. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a questionnement par rapport à la finale de 93, hein. Enfin, après, sur ça, comment on achète Servio Berlusconi, qu'on m'explique. Comment est-ce que l'OM, comment Bernard Tapie, qui est quelque part un marchand de tapis comparé à Servio Berlusconi, comment il peut l'acheter? On parle de la plus grosse fortune d'Italie, une des plus grosses d'Europe, d'un club qui s'appelle le Milan AC. À l'époque, qu'on m'explique comment on achète le Milan AC. Le Milan AC, l'année qui suivait, il mettait 4-0 à Barcelone. Enfin, on les a battus sur le terrain, on leur a mis un 0. Ce match-là, moi, je l'ai regardé une dizaine de fois. C'est un miracle. Non, mais c'est un miracle. On le joue 10 fois, on le perd 9 fois. Barthez, il sort un match, il était pas, ceux qui connaissent PES à l'époque, il était pas en rouge, il était en violet, Barthez. Il a sorti toutes les balles. Après, pour revenir sur ce qui nous occupe, c'est-à-dire l'affaire Benzema, moi, et pour revenir sur l'OM, ça m'avait fait peur parce qu'il y avait eu des précédents et des jurisprudences presque. On a eu Souleymane Diawara, l'ancien joueur, l'ancien professionnel de Marseille, champion avec Marseille, qui avait été placé en mandat de dépôt sur une affaire, je dis pas similaire, mais sur une affaire de séquestration avec 50 000 euros autour d'un véhicule. Donc ça m'a fait peur, c'était la première réaction. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a deux parties dans une affaire. C'est que là, on a entendu les dires de cette partie-là, de cet agent de joueur, qui dit qu'il s'est fait agresser, qui dit qu'on a voulu l'emmener, le séquestrer, etc. Une tentative de séquestration. Je vais raconter toute l'affaire parce qu'elle est après, il y a la version des personnes incriminées qui sont les amis de Benzema. Ça c'est un fait, ça on peut le dire. Mais les personnes incriminées disent que ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Deuxième chose, c'est ce que dit Karim Benzema dans son tweet. Il dit qu'il a été agressé. Il n'y a aucune constatation médicale. Il n'y a aucun ITT qui a été versé au dossier. Troisième chose, faut remettre les faits dans le contexte. Dimanche soir vers minuit. En sortie nocturne, cette personne aurait dit qu'il lui semblerait que peut-être dans la pénombre, il aurait peut-être entreaperçu la casquette et une veste qui ressemblerait à Karim Benzema. On est dans dans l'hypothétique le plus total, c'est démenti. En plus, c'est très facile maintenant avec les smartphones qu'on a. On peut très vite savoir qui est où à quel moment dans des enquêtes judiciaires. Enfin voilà, il y a pas d'ouverture. Enfin là pour le coup, pour répondre à la question, oui, il y a un acharnement. Enfin, il n'y a pas d'affaire Benzema.
Enfin, pour l'instant, là, le vendredi à 17h30, quand on prend la parole, il n'y a pas d'affaire Benzema. Après, vous savez comment c'est. Ça peut s'emballer. Peut y avoir d'autres éléments qui peuvent être apportés au dossier. Mais après, oui, ça attend l'acharnement. On rappelle juste qu'on lui a retiré une Coupe du Monde, ça lui passe sous le nez, sur une affaire, rappelons-le, qui n'a pas encore été jugée, et rappelons-le encore, où il bénéficie de la présomption d'innocence. On est encore en démocratie. C'est pas le cirque médiatique qui fait et défait les vérités juridiques. Encore heureux, ça se passe devant les tribunaux. Et deuxièmement, sur ça, enfin voilà, il y a entre Noël Le Graët qui dit oui, entre Noël Le Graët qui explique que oui, la porte elle est fermée, on avait bien compris, il n'y a pas besoin de le rappeler. Entre tout, enfin voilà, on dirait que dès qu'il y a une once d'affaires qui pourrait incriminer Karim Benzema, que c'est devenu presque un marionnet de la presse. On dirait qu'ils s'embêtaient. Pourtant il y a de l'actualité, hein. Elle est très riche, entre Mélenchon, entre MBS, entre de presse d'ailleurs en ce moment. Enfin voilà, il y a une actualité très riche et très dense, que ce soit en France ou dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on vient nous chercher le marionnet Benzema, qu'on le laisse tranquille, qu'on laisse la justice faire son travail s'il y a besoin que la justice fasse son travail. Et pour rappel aussi, Karim Benzema a porté 2 plaintes. Après 2 plaintes pour dénonciation calomnieuse, et la deuxième plainte, j'ai plus le rappel, mais en tout cas pour vraiment se porter en faux contre ce qui s'apparente presque à une cabale. Je rappelle que vous pouvez répondre à cette question. S'agit-il selon vous d'un acharnement envers sa personne, envers lui? Vous êtes 90% à penser que oui, il s'agit d'un acharnement sur Facebook, idem d'ailleurs sur Twitter. Pour voter, France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter LGF officiel. Enver, acharnement ou pas contre Benzema? Je pense que voilà, je crois que Razik a tout dit. Ouais, c'est vrai. Il a tout dit. Pas mal. Et la réalité, c'est qu'effectivement, le fait que ce soit Mediapart, c'est très très étonnant. Après, si Mediapart sort cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Après, sur le côté que Mediapart sorte une telle affaire et utilise le nom de Benzema pour essayer de faire les gros titres, moi j'en suis presque persuadé sur le coup, sans avoir bien sûr les éléments qui feraient que Mediapart est sur le coup. Donc effectivement pour moi il y a acharnement, surtout que au final c'est un mec qui gagne des millions. Sincèrement, faire enlever un agent de joueur, je vois pas l'intérêt. Après c'est personnellement, donc sortir cette affaire, mettre le nom de Benzema, quand bien même il y a eu une tentative d'enlèvement, est-ce que Benzema est impliqué dedans? C'est à la justice de le prouver maintenant, vu qu'une enquête va être ouverte. Rien de plus, c'est juste, voilà, c'est juste triste en fait. C'est juste triste qu'à un moment donné il y a un tel acharnement sur un joueur, parce que moi j'ai pas le souvenir qu'on ait attaqué autant par exemple Michel Platini, voilà, que Mediapart est vraiment après, sauf erreur de ma part, hein, sur l'affaire donc de la FIFA, du million d'euros versé par Sepp Blatter, etc., tout ça. Voilà, Platini on l'a pas attaqué autant. Des corrompus à l'intérieur de la FIFA, on le sait. Donc il y a certes que des corrompus, mais là je parle vraiment par rapport au traitement de l'affaire. Benzema, ça reste un joueur français, ça reste un joueur de classe internationale. On n'a pas voulu le sélectionner, la Coupe du Monde a été remportée par la France. Alhamdulillah, je dirais, pour Deschamps, parce que ça l'a sauvé un peu, parce qu'on aurait pu dire ouais t'as pas pris. Voilà, il y a une nouvelle génération. Ça veut pas dire que s'il avait pris Benzema, on aurait gagné la Coupe. Non, ça veut pas dire ça. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un traitement injuste par rapport à la sélection sur le terrain sportif, parce que Benzema, mais c'est bien au contraire, parce que moi j'ai l'impression que tout ça c'est et du terrain de la justice et du terrain sportif, parce qu'à un moment donné tu peux pas t'acharner comme ça sur un gars juste pour le plaisir et juste comme ça là. Il y a quand même des mensonges qui apparaissent dans la presse, parce que Enver, Razik, avant d'accueillir Walid, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a encore pas si longtemps des personnalités parlant de foot et pourtant censées les connaître nous disaient que Benzema était à la Coupe du Monde 2010, donc faut arrêter les conneries. Non, voilà. Ça en dit bien long sur l'imaginaire français. Benzema n'y était pas, Samir Nasri n'y était pas, Atem Ben Arfa n'y était pas. Enfin voilà, pour le coup dans l'imaginaire français, Naïssa ça reste associé à Benzema. C'est ça. Benzema sportivement on lui a fait rater la Coupe du Monde 2010 parce
parce qu'on n'a pas eu le cran de virer Raymond Domenech qui a ramené qui a ramené dans le mur le bateau plus que dans le mur, le bateau France. Quand je le vois animer des chroniques dans l'équipe et dans les médias, enfin ça me fait doucement sourire. C'est lui le responsable de Nice et c'est la fédération française des responsables de Nice. Ce ne sont que eux et c'est jamais en aucun cas Karim Benzema qui n'y était pas. En 2014, il fait la Coupe du Monde. En 2014, il est élu meilleur joueur du premier tour. Il met 3 buts, 2 passes décisives de mémoire. Donc c'est la seule Coupe du Monde à laquelle un grand joueur comme Karim Benzema à laquelle a participé. Et en 2018, la France est championne du monde. Et pour un joueur de ce calibre, de se dire que son pays va être champion du monde et que on va être cloîtré chez soi, à passer ses vacances et à regarder les exploits de ses ex-camarades, de ses anciens copains, ben ça doit être, enfin voilà, le prix à payer, il le paye, il l'a payé 10 fois. Il y a un autre grand joueur qui en a fait les frais en 98, Eric Cantona. Hein. Oui, il y a Eric Cantona, il y a Jean-Pierre Papin. Enfin voilà, ces joueurs-là, il y a Sabri Lamouchi, il y a Ibrahim Ba. Faut demander à ces gens-là comment ensuite dans leur carrière ils sont relevés. La plupart ils sont pas relevés. Karim Benzema fait preuve d'un courage et d'un psychique. Mais est-ce qu'on peut parler de son entourage qui apparemment n'a pas l'air de briller par son tu vois? Ouais, mais justement, mais ça, on va pas se mentir, on en a tous. Regarde, je vais aller encore plus loin. Ah bon? Je vais aller encore plus loin. Vas-y, sors des dossiers, Van Der. Sans sortir de dossier, il y a un mec qui en ce moment on n'arrête pas de l'aduler, on n'arrête pas de le mettre en avant. Il s'appelle Kylian Mbappé. Ouais. Kylian Mbappé, il habite à Bondy au départ. Ouais. Il vient de Bondy. Ouais. Tu crois qu'à Bondy, il n'y a pas des gars qui font des trucs de ouf? Il n'y a pas des gars avec qui il a grandi, machin, sauf que Kylian Mbappé, après, il a été en centre de formation. Si dans 5 ans, parce que la notoriété de Kylian Mbappé retombe, on sort un truc genre, ouais, les potes de Kylian Mbappé, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, comme par hasard, on est en train de mettre l'opprobre, ou on est en train de vraiment salir Benzema, pour essayer de mettre en avant l'image de Kylian Mbappé, comme à une époque, on l'a mis en avant l'image de Griezmann ou d'Olivier Giroud. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il y a des modèles de réussite français. Dans ces modèles de réussite français, il y aurait pu avoir Karim Benzema, sauf que la société il y a avait décidé... Karim Benzema. Exactement. À un moment donné. À un moment donné, on a décidé de dire que Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, ces gens-là n'étaient pas des modèles de réussite. Qu'à un moment donné, c'était des sales gosses, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé. Franchement, moi je lui dis, machallah, franchement c'est merveilleux. Il est vraiment respectueux, et on le voit dans son comment, c'est une pépite. Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a besoin de cracher sur Benzema pour mettre Kylian Mbappé devant? C'est la question qu'on se pose. Même du point de vue juridique, il faut juste rappeler, la responsabilité collective n'existe pas en France. Ça veut dire que si les amis de Karim Benzema sont responsables de faits qui n'impliquent pas Karim Benzema, ils seront condamnés, mais pas lui. Enfin voilà, ça serait on est encore en démocratie, chacun est responsable de ses faits et uniquement de ses faits. On accueille Walid, les gars, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur un éventuel acharnement contre sa personne, contre Karim Benzema, pour ce qu'il représente. 01 40 33 9000. Walid, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Walid, tu nous appelles d'où, Walid? Noisiel. Noisiel, très bien. Alors on t'écoute, Walid. Ouais, bah moi je pense qu'il y a vraiment un acharnement. Et ensuite l'acharnement, après moi je pense qu'il est justifié. Pourquoi? Parce que Benzema il a été nominé pour le Ballon d'Or. Et là on essaie de tout faire pour servir son image. Qu'il n'aura pas, on est d'accord. Et après voilà, tant que Giroud marque pas de but, bah, on sera toujours en train de parler de Benzema. Et le jour où Giroud commence à marquer des buts, bah, on oubliera Benzema, hein. C'est tout. Hein. Ah oui, tu crois que c'est lié, toi? Bah oui. Giroud, il faut rien en équipe de France, il marque pas un but, il sert à rien. Faut le sortir, il y a la Casette, même si on prend pas Benzema, il y a la Casette, il y a Ben Yedder, on a du matériel offensif. Non, bah attendez, arrêtez de dire que Giroud sert à rien en équipe de France. Alors soit non, il a servi, mais merci, au revoir. Soit vous connaissez rien au foot, ou soit vous faites un délit de sale gueule sur la personne de Giroud. C'est en Coupe du Monde, Christophe? Non, mais attendez, laissez-moi m'expliquer. 2018, c'est quoi les statistiques? Laissez-moi m'expliquer, les gars. Il est remplaçant numéro 2 à chaque fois. Certes, ne marque pas beaucoup de buts, mais il pèse sur les défenses adverses. Ouais, mais à un moment donné, le mec est attaquant. Le mec est attaquant, il est censé mettre des buts. Le mec, il est censé mettre des buts. Le gars, il met pas de but, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se retrouve à faire des passes décisives. C'est parce que c'est tout ce qu'il sait faire. Et ben, au moins, il le fait. Non, mais au moins, il le fait. Pourquoi prendre sa place à lui? Pourquoi pas prendre un vrai gars qui fait des vraies passes décisives? Non, vous faites un délit de sale gueule, les gars. Je suis désolé. Non, franchement, non. Non, du tout. Mais c'est la vérité. Il est en équipe de France, il marque pas un but. Ah oui, il a pas marqué un but. Il pèse sur les défenses adverses. Benzema, ça fait 1200 peser, c'est bien, marquer, c'est mieux. Il a pas marqué, là, c'est Giroud. Bah, personne n'en parle. Et Benzema, il a été combien de minutes, combien de matchs sans marquer de but en équipe de France? Et on lui a fait les côtes. Il faut arrêter. Walid, combien de matchs en équipe de France où Benzema n'a pas marqué de but? Ça a duré longtemps, très longtemps.
Mais ça dure longtemps. Mais il y a quoi là entre Giroud et Benzema? Il y a peut-être quoi? Il y a peut-être 200 minutes de différence, même pas. Il y a même. Et puis même l'équipe de France à l'époque, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Griezmann, c'était pas la même équipe. C'était une équipe de Brac FC, dont Valbuena. Enfin, Cabaye était dans l'équipe, par exemple. Johan Cabaye, enfin voilà, c'était une équipe. Bon, Walid, j'ai fait ce que j'ai pu pour Giroud, hein, excusez-moi. Merci Non, Walid. après, Ouais. voilà, c'est une personnalité, il joue au foot, tout ça. Mais pour l'instant, la vérité, il sert à rien en équipe de France. Son dernier match, il arrive devant les cages. Franchement, j'avais l'impression que c'était un vieux. Ouais, bon, bah, en tout cas, il est champion du monde, les gars. Ça vous aura pas Les échappé. champions du monde. Voilà. Mais même Rami, il est champion du monde. Il a pas fait un seul match de la Coupe du Monde. Non, mais à la différence, c'est un pas. ambianceur, ça va Voilà, bien, le gars, c'était un Au moins, c'est ambianceur. bien déclaré. Bon, on s'en fout d'être un ambianceur. Vous êtes des malades ou quoi? Il faut tout pour on faire prend un les monde joueurs. plus, là. Mais même Divorce, il a été champion du monde. Faut des fatigants comme Vous Giroud, êtes des sérieux? ambianceurs. Divorce aussi, il a été champion du monde, mon frère. Franck Leboeuf, il a été franc champion du monde. Voilà. C'est ce que vous me cherchez. Ah oui. Merci Walid. Ciao, ciao. De rien. 01 40 33 9000. C'est marrant que de Benzema on glisse à Giroud C'est fou, quand même. hein. C'est fou. C'est fou hein. quand même. C'est extraordinaire Enfin, ce ça a délit de vraiment sale gueule que pollué. vous avez vis-à-vis de lui. Non, pas du tout. Non, Mais bah, si, là, arrête. pour le coup, non. Il faut non, l'admettre. non. Il faut être Christophe, tu peux pas franc. dire ça. Moi, Bah si. pour le coup, j'étais un des premiers soutiens de Giroud quand il marquait. Il a eu une période où il marquait quasiment tous les buts en équipe de France. Oui, il n'y a pas de problème. Enfin, je regarde que les résultats. Il n'y a pas des sérieux. Je regarde l'efficacité. Je suis supporter des Blues. Je suis supporter de Chelsea. Ça veut dire que Giroud, quelque part, est dans mon équipe, dans mon esprit de supporter. Pour autant, je le dis tranquillement, il est pas bon. Je préfère Morata, je préfère Pedro en numéro 9. Et pour la France, je préfère Ben Yedder. Je préfère Lacazette. Je préfère même largement Lacazette. On va même prendre un choix sportif. Hors équipe de France, Arsenal, qui est un club, il doit réussir. Arsenal, ils avaient Olivier Giroud. Ils Ouais. font un investissement sur Alexandre Lacazette. Ouais. Ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que pour eux, Alexandre Lacazette est meilleur, a plus de potentiel, a plus de buts potentiels que Olivier Giroud. Olivier Giroud aujourd'hui, il est à Chelsea. L'entraîneur de Chelsea lui a dit écoute mon gars, toi tes histoires de tu vas fatiguer les défenseurs, tu racontes ça à des gens. Moi j'ai besoin de mecs qui marquent et qui font des passes. Donc là il fait banquette et il va partir. Et il 0-1. partira dans un club de seconde zone parce Il que est allé à Wolverhampton. Il veut rester en Angleterre. Il a après qu'à aller le dans un problème club de c'est que seconde s'il zone. vient à Marseille, je devrais changer mon discours. Mais faut Ouais, pas qu'il vienne à vous voyez Marseille. comment- Je Mais il suis va- désolé que ça c'est pour te faire réagir. Bah non mais Marseille de toute façon C'est un ils attaquant ont pas assez de il thunes mettra pour ses payer. 10-15 buts par saison, c'est pas un attaquant de classe mondiale. Ouais. C'est Alors, une réalité. Pour en revenir à Benzema, vos appels 01 40 33 9000, faut arrêter. C'est la réponse de Karim Benzema. Donc après les accusations, on en parlait, lancées par un ancien proche du footballeur français, Léo de Souza, qui se dit victime d'une tentative d'enlèvement orchestrée par l'attaquant du Real Madrid. De nouveau dans la tempête judiciaire, Karim Benzema, quelques 3 ans après l'affaire de la sextape de Valbuena, plainte a donc été déposée à l'origine du conflit. C'est un contentieux financier entre le joueur et donc son ancien proche. Le plaignant s'appelle donc Léo de Souza, il a 33 ans et c'est un intermédiaire bien connu dans les coulisses du monde du football. Il devait récupérer au Maroc 50 000 € de la part d'un sponsor et rapatrier cette somme pour le compte du joueur du Real de Madrid. Mais arrivé à la douane de l'aéroport de Marrakech, le convoyeur est arrêté, l'argent saisi. C'est en tout cas la version que Léo de Souza donne au clan Benzema, qui n'en croit pas un mot et soupçonne l'homme d'avoir gardé l'argent pour lui tout simplement. Le 7 octobre dernier, alors qu'il se trouve dans le 13e arrondissement de Paris, un van noir s'arrête à sa hauteur à l'intérieur. Le plaignant affirme reconnaître des proches du footballeur qui veulent le forcer à monter à bord. Il refuse et selon ses dires, il est alors roué de coups au visage et dans les côtes. L'intermédiaire croit également apercevoir Karim Benzema dans le véhicule, mais la présence du joueur a été exclue par les enquêteurs. Ce monde est-il sérieux? A réagi sur Twitter le joueur du Real de Madrid, visiblement écœuré par cette nouvelle affaire. Son avocat lui compte porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Voilà où on en est aujourd'hui par rapport aux faits que l'on a à notre disposition concernant cette enquête. La question que l'on vous pose aujourd'hui tout à fait légitimement: Karim Benzema subit-il un acharnement envers sa personne? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez au 01 40 33 9000, mais avant tout surtout sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter LGF officiel. Voilà les faits, messieurs, rapportés au vu de cette affaire quand on lit l'article. Et c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi tout à l'heure, Razik. Quand on part Mediapart, on se dit oula, ça sent mauvais. C'est ça. Et quand on lit l'article, on est extrêmement déçu. On dit pour oula, le coup. ça sent mauvais pour Mediapart. Ouais. C'est le début de la fin. Enfin voilà, Ouais. moi je suis sorti vraiment, je l'ai lu 2-3 fois l'article. C'est un vieux réflexe de lycéen presque de toujours regarder, de faire attention à la source du document. Peut-être
peut-être que Mediapart cède aux sirènes alléchantes du titre racoleur. Ouais. Et juste pour compléter, oui, l'avocat de Benzema a bien porté plainte. Pour le coup, pour dénonciation calomnieuse. Ouais, dénonciation calomnieuse, Donc absolument. oui, donc affaire à suivre ou pas d'affaire du tout. Et s'il n'y a pas d'affaire juridique, c'est que bien oui, c'est qu'il y a un acharnement médiatique français concernant Benzema. Pour rappel, pour ceux qui sont pas des fans de football, c'est l'attaquant numéro 1 du Real de Madrid depuis plus de 9 saisons. Il a mis Higuaín sur le banc, le grand Higuaín. Il a fait dégager Morata du Real de Madrid. Il s'est imposé durant 9 saisons au Real de Madrid, sachant que s'imposer juste sur une saison, certains attaquants comme Cassano, comme même des grands noms du football n'ont pas réussi à le faire. Donc 9 saisons, rien que ça c'est une gageure. Rien à dire sur le En termes de palmarès sportif, c'est un grand enfin joueur. voilà, on parle d'un monstre derrière Zidane et Platini en termes de palmarès. Il est peut-être même devant eux en termes de palmarès. Non, tu peux pas Pur dire et ça, dur. Razik. En termes de Ligue des Champions. Non, tu peux si, pas. mais objectivement, mais Christian, Tu bien peux sûr, je peux pas, le dire. Razik. Il a gagné 5 Ligues des Champions. Zidane il en a gagné une, Platini en a gagné 2. Enfin voilà, en termes de palmarès, il a gagné plus de Ligue des Champions. Non, mais Après, c'est c'est en le termes de papier, carrière c'est internationale. fait. Non, Sur mais le papier, c'est une réalité. Il était champion à Lyon à quel âge? À 18 ans, il avait même pas le permis. Enfin voilà, on parle d'un phénomène de football, de précocité, de talent, qui est pas reconnu à sa juste mesure, c'est le S'il n'y minimum. avait pas eu toutes et qui est ces histoires-là, vilipendé, on il peut aurait passer été pour mis un en voyou. avant pour la bonne et simple Mais raison oui. que France Football, On n'est pas qui capable de distribue quelque le chose avec ballon Benzema, d'or, vraiment. justement, aurait mis en avant, comme on a mis en avant un Ronaldo, tout ce qu'il a fait. Et je parle de Ronaldo le numéro 9, je parle pas de Ronaldo Cristiano. Je parle de Ronaldo le numéro 9. Et c'est son Benzema, c'est l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Et franchement, je pèse mes mots quand je dis ça. Sauf que France Football, parce que c'est un média français, je dis bien c'est un média français, France Football ne fait pas son travail en ne parlant pas de Benzema comme il se doit au niveau de son palmarès. Bien sûr qu'ils ont parlé il est au Real Madrid, c'est le petit Lyonnais, etc. Mais à partir du moment où il y a eu commencé à voir les affaires, ils ont commencé à boycotter le type. Même deux choses pour finir sur Benzema. Ouais. Il a eu 2 employeurs dans sa vie, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais et le Real de Madrid. Ouais. Vous interrogez Jean-Michel Aulas, il vous dira Benzema c'est comme un fils pour moi. C'est quelqu'un d'une grande valeur. C'est quelqu'un qui l'a jamais déçu. Lorsqu'il y a eu le conflit avec Valbuena, alors que Valbuena était le salarié de l'OL, l'OL a pris fait et cause pour Benzema. La deuxième chose, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est pas un club comme un autre, c'est un club à part. C'est une institution, le Real de Madrid, qui vraiment demande à ses joueurs de ne pas apparaître hors champ sportif. Le Real de Madrid a soutenu Karim Benzema dès le début de l'affaire en disant c'est une cabale franco-française, c'est notre jour. On n'a jamais eu un souci avec lui. Pub. Et voilà. Et voilà, effectivement. Et voilà, 01 40 33 9000, peut-être encore une ou deux réactions sur cette affaire avant que l'on passe à la vie tranchée, parce que lui il a bossé, contrairement à toi Razik. Enver de Santos qui va nous proposer un avis tranché sur la justice, 2 poids 2 mesures ou une justice à 2 vitesses. C'est la question que tu poses, Enver, et laquelle tu vas tenter de répondre dans un instant. On va parler de Muche à suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et ils sont là tous les deux, Razik Métiche et Enver de Santos sur France Maghreb 2. On a parlé de Benzema, vous pouvez continuer de voter bien sûr. Est-ce qu'il subit selon vous un acharnement sur sa personne? Vous répondez sur France Maghreb 2, Facebook donc, sur Twitter GF officiel. Et on va parler de Mélenchon dans un instant, puisqu'on est en plein récap de la semaine. Et Mélenchon a été véritablement au cœur de la sphère médiatique tout au long de la semaine. D'ailleurs, il est en conférence de presse depuis tout à l'heure, je crois que c'est terminé maintenant. Vous pouvez en tout cas la revoir sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Il a été très fort là. Il a dénoncé, il a demandé notamment de faire annuler les perquisitions, à ce que lui soit restitué l'ensemble des biens saisis au cours des perquisitions. On va en parler dans un instant avec vos appels. Est-ce que là, pour vous, il a pas franchi franchement une espèce de cap avec des excès de zèle dont lui seul a le secret, mais qui n'ont peut-être pas porté chance, je dis bien peut-être pas. On en reparlera dans un instant, mais pour l'heure, une interrogation que s'est faite notre ami Enver dos Santos, dont voici l'avis tranché jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. En tout cas, cette affaire Mélenchon, Enver dos Santos t'a inspiré cette question. Y a-t-il une justice à 2 vitesses? Effectivement, en fait, c'est l'affaire Mélenchon et tout ce qui se passe en France depuis de nombreuses années.
Il y a un texte que je vais citer, et excusez-moi de la vulgarité, qui vient d'un rap célèbre. Pour ceux qui ont mon âge s'en souviendront, et pour les fans d'eux encore plus. La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Ce texte-là, c'est un texte de rap qui, dans les années 90, il était dans de nombreuses compiles. Et il sonne pour moi comme une criante vérité. C'est que on se rend compte qu'il y a une justice à deux vitesses. Pour cela, on pourrait citer l'affaire Adama Traoré, on pourrait parler de l'affaire Wissam, on pourrait parler de nombreuses affaires et de nombreuses affaires Théo, où justement on a pu se rendre compte qu'il y avait deux poids, deux mesures. Et cette semaine, ça a été assez étrange parce que il y a eu cet homme politique qui est élu par les Français et qui justement nous fait comprendre, avec sa verve et avec justement son talent, que justement lui, en tant que représentant du peuple, à un moment donné, peut-être que la justice est allée trop loin. Moi, ce qui m'étonne, c'est pas tant le fait que la justice soit allée trop loin, c'est que pendant justement que pour lui la justice allait trop loin, vient un moment où justement cet homme politique a poussé un représentant de l'ordre. Il a poussé, si je ne me trompe pas, un substitut du procureur. Après, nous vérifierons si c'était bien le substitut du procureur, mais effectivement c'était, et il ne savait pas qui c'était, mais il l'a poussé. Si quelque chose comme ça se passe dans nos quartiers, j'ose même pas imaginer. Et là où je viens confirmer un peu cette réalité qui n'est pas dans le complotisme ni dans cette espèce de fantasme où je me dis que effectivement on est toujours en train de dire que la banlieue, etc. et on souffre de la justice, que les policiers sont méchants ou que la justice ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. Une consoeur justement, une amie, dernièrement nous a parlé de deux situations. Un homme qui a été contrôlé avec une bombe lacrymogène, a été reçu en comparution immédiate et a pris 4 mois de prison ferme. Un autre homme qui fait du trafic de stupéfiants sur tout Paris, sur toute l'Île-de-France, et qui a pris 4 mois avec sursis. Moi, la question que je soulève sur cette justice à deux vitesses, que ce soit Mélenchon ou autre, elle concerne la réalité de ceux pour qui on vote. Parce que pour moi, ce n'est pas une justice à deux vitesses sur les banlieusards etc. Et le fait que voilà, on soit d'origine ci ou d'origine ça. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat en vous disant très simplement que nous avons ici affaire à la justice des puissants. Les puissants seront toujours protégés tant que nous continuerons à voter pour eux. Voilà. Merci Enver de Santos pour cet avis tranché. Je ne te savais pas empreint d'un vocabulaire de la sorte dans ton avis tranché. Les enregistrements sont là pour le prouver. Donc J'ai cité, ça n'est pas mon dialogue à moi. Alors alors justement, c'était le dialogue de qui? Alors donc, si je me trompe pas, c'est pas Rocking Squat dans Assassin. J'ai essayé de retrouver justement l'auteur. C'était dans je crois que c'est dans une mixtape de Cut Killer. Hip Hop sous le parti. Exactement. Le mythique, il me semble. Bon. Celui qui ouvrait mais très mythique. Je vais essayer de le retrouver et pour la prochaine fois je trouverai le nom de l'auteur parce que j'ai pas réussi à trouver. Bah oui, ça serait bien. Mais oui. vraiment, ceux qui s'en souviennent, comme Razik l'a cité, c'est une super compile de Cut Killer et effectivement c'est flippant de se rendre compte qu'à un moment donné c'est vraiment une justice des puissants. Quand tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux à peu près. Tu seras pas poursuivi, et c'est triste parce que nos gamins à un moment donné ils grandissent avec ils grandissent avec cette idée. Ils grandissent avec cette idée et tu les vois dans la rue, les gamins qui vont faire des choses illicites souvent te disent non mais on va rien me faire parce que je suis mineur. Mais au-delà, quand ils se rendent compte qu'on va leur faire quelque chose, ils se rendent compte encore plus que mais s'ils ont le bon avocat et s'ils ont de l'argent, là on leur fait vraiment rien et ça c'est triste. Alors on va juste réécouter parce que c'était la grosse actualité de la semaine, d'où sa présence dans la récap aujourd'hui. Mélenchon donc subit une perquisition à domicile à 7h du matin. Il se filme d'ailleurs en direct sur Facebook et puis il tente d'arriver au siège de la France Insoumise et là Mélenchon se met dans tous ses états. Écoutez plutôt. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local.
On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Ma personne est censée. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Voilà, et ensuite une scène qui a vu également... voilà, on pousse, et après, donc Alexis Corbière également, enfin c'était... franchement, c'était pas digne de la part d'un responsable politique quand même, on est d'accord messieurs, non? C'est triste même. C'est triste parce que cette image, et comme le dit Édouard Philippe, elle est d'une violence incroyable. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais... voilà, comment un gamin va grandir avec l'image justement que un politicien peut parler comme ça à des politiciens? C'est toi, tu fais la même chose, cher Azik, cher Enver. C'est pas possible. Il est pas sûr que vous ayez autant de chance que Mélenchon. Hein. Mais je vais en prison. Direct en je garde. me fais déjà. tabasser. Ouais. Enfin, après, tu seras obligé d'appeler Maître Magrévi pour te sauver. Quoi. Exactement. Enfin ouais, pour le coup. Alors en tant que commentateur, la vie politique française c'est un régal. Je sais pas si un autre pays comme ça où il y a un politique qui lance un live Facebook en pleine perquisition et qui fait le show, hein, et qui fait le show. Mélenchon chez lui, Mélenchon au parti. Enfin voilà. Mélenchon à l'Assemblée nationale. Mélenchon à l'Assemblée nationale, Mélenchon en conférence, Mélenchon il sort de garde à vue. Enfin voilà. Enfin il sort d'audition, pas de garde à vue justement. Ouais. Mais oui, pour le coup, lorsqu'il dit la République c'est moi, ça a quelque chose d'un peu suranné. On se croirait autant de Louis XIV où Louis XIV revendiquait l'État c'est moi. On n'est plus dans ce temps-là. La République c'est pas lui, la République c'est lui. Enfin c'est lui, mais c'est pas que lui. Est-ce que cet épisode il en sort gagnant ou perdant? On va attendre. Moi je vais attendre parce que de deux choses l'une. Pour moi deux choses l'une. Soit on peut dire que Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon se croit au-dessus de la loi, croit que les lois que les parlementaires votent s'appliquent à tout le monde sauf aux parlementaires, et qu'il y a presque un espèce de privilège de fait qui est octroyé, sachant qu'une perquisition, comme cela a été rappelé, une perquisition, ça ne se passe pas comme ça. Pour le coup, j'en ai jamais vécu heureusement, mais vous faites le quart de la moitié du dixième de ce que Jean-Luc Mélenchon a fait en perquisition, vous finissez au minimum menotté, si vous finissez pas en garde à vue. Donc ça c'est la réalité. Et après, donc est-ce que les gens vont voir ça de ce côté-là? Après la deuxième chose, est-ce que les gens vont pas penser est-ce que c'est pas une colère légitime? Il y aura des gens qui vont peut-être le penser. Alors, et peut-être qu'il ressortira grandi en se disant voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour ses idées, qui se bat pour ses idéaux, qui lâche pas ses équipes, qui est un chef qui protège son équipe. Donc peut-être au niveau du cœur de cible de la France d'insoumis, peut-être qu'il ressortira grandi de l'épisode. J'attends de voir. Oui, alors on va voir Nadia on va l'accueillir, Nadia qui est de Paris, qui a suivi la conférence de presse qui s'est terminée là de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Nadia, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai suivi la conférence de Jean-Luc Mélenchon. Je serais incapable de vous restituer, synthétiser ce qu'il a dit précisément, mais toutefois, je vous invite vivement à l'écouter, sa conférence de presse, dans son entier, et je réagis à ce que vous venez de vos impressions et que vous avez que vous émettez par rapport à ce qui s'est passé dans les Facebook, enfin ce qu'il a communiqué pendant la perquisition et son comportement. Alors évidemment, moi je regrette beaucoup qu'il ait exprimé autant de colère. Toutefois, je vous invite vivement, et actuellement c'est extrêmement édifiant, à quel point, alors excusez-moi, ne me prenez pas pour quelqu'un de prétentieuse, parce que je me mets dans le sac, ça m'interpelle, à quel point le niveau de conscience politique, et surtout de culture politique, de l'histoire politique de la France, et à quel point est méconnu. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même l'un des rares hommes politiques qui soit des plus cultivés.
Et donc, ça n'enlève pas, chère Nadia, et vous avez raison sur le fait que c'est et d'ailleurs, ça me rappelle, il n'y a pas si longtemps, lorsque Jean-Luc Mélenchon a fait une véritable leçon d'histoire à, je crois, Éric Ciotti, si ma mémoire est bonne, à propos de l'apport des Arabes en France, ou de la langue arabe, c'était extraordinaire. Ça n'enlève pas le fait, quand même, Nadia, du comportement et des excès de zèle dont Jean-Luc Mélenchon nous a habitués, j'allais dire pas toujours du bon côté de ce que l'on peut attendre de lui. Oui, mais alors c'est là où je suis d'accord. Le mieux, c'est effectivement, et on est tous confrontés à ça, on peut savoir maîtriser sa colère, mais toutefois il faut savoir l'exprimer. Sinon, nous sommes tous des chamallows. Et par les temps qui courent, vaut mieux pas l'être. Mais toutefois, ce sur quoi est-ce que je vais pouvoir vous le transmettre, en tout cas vous interpeller, c'est que les médias, toutes les chaînes confondues, il n'y en a pas une qui fait dissonance. Ça, et même les gens qui interviennent se calent sur la forme. Quand bien même cette forme, elle est critiquable, hein. Effectivement, il aurait fallu qu'il puisse maîtriser sa colère face aux représentants de la loi, c'est certain, sinon c'est la jungle. Si on se met pas d'accord sur qu'on se doit de respecter l'autorité. Pour autant, moi surtout, ce qui m'interpelle, et c'est là où je trouve que il faut faire très très attention quand on capte ces informations, et comment allons-nous nous positionner, ne pas se faire manipuler par un petit discours très 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 subtil qui est le suivant. Premièrement, vous auditeurs, vous téléspectateurs, vous citoyens, nous les médias, parce que là moi j'ai pas vu une seule chaîne qui fait dissonance, vraiment là-dessus, c'est regrettable. Attachez-vous qu'à la forme. Mon Dieu, il a haussé le ton, il a bousculé. Or, il faut s'attacher au fond. Et c'est là où monsieur Jean-Luc Mélenchon n'est pas un politicien quelconque, dans le sens où lui, quand il dit c'est moi, je suis sacré, etc., il parle pas de sa personne, mais il fait référence à une histoire politique, et qui plus est, si j'ai bien compris, notamment à l'histoire politique, à la gouvernance à l'époque de l'Antiquité notamment, mais également il faut véritablement s'intéresser aux échanges, aux discours, aux débats des politiciens français, mais pas que sur ce siècle-là, mais sur les siècles précédents. Voilà. Nadia, oui. on a bien compris en tout cas où vous voulez en venir, et c'est très intéressant. Et je vais demander la réaction d'Enver et de Razik. J'aimerais bien répondre aussi. Ouais. Alors, allez-y, messieurs. Si tu permets, Razik, c'est là où je pense que peut-être vous commettez une erreur. Si je peux me permettre, c'est que bien au contraire, bien sûr que les médias en général ont tendance à flouter l'histoire, ou à flouter un peu leur connaissance de l'histoire, ou à méconnaître l'histoire carrément. Mais là, dans la réalité, on a un Jean-Luc Mélenchon qui est intervenu en disant « Je suis la République », en criant, en vociférant, etc. Suite à effectivement cette perquisition, justifiée ou non justifiée, perquisition est là. Et sur la procédure, il y a quelques mois, on a pu retrouver sur France Info télévision récemment, suite à un peu le comportement qu'il a eu face à la journaliste de France 3 Sud, Toulouse, si je me trompe pas, où justement il faisait un rappel sur le fait que d'autres politiciens avant lui, justement, il était pas normal qu'il soit justement avec des réactions au-delà du réel face à la justice, et que la justice devait suivre son cours, sauf si je me trompe. Donc c'est là encore où je parle de justice des puissants. Lui, il se met dans la justice des puissants. C'est qu'à un moment donné, lui, quand il dit ouais, je suis la République, à mon sens, il dit pas je suis la République, voilà, moi je suis le représentant du peuple, et parce que je suis le représentant du peuple, vous devez me respecter. J'ai un peu l'impression que c'est je suis la République, moi je suis le patron, moi on me fait pas ça à moi. Moi je suis au-dessus des lois. Et c'est là où ça me gêne. C'est là où ça me
me gêne, ou votre réflexion, effectivement, votre analyse, pour moi, ne va pas dans le sens de la réalité. Razik, alors, oui, moi, juste Nadia, pour rebondir là-dessus, oui. je vous invite vivement à écouter sa conférence de presse. On va l'écouter, Nadia, vous inquiétez pas. Voilà, et vous verrez en l'écoutant, en voyant, parce qu'il donne quand même, d'ailleurs c'est une vraie leçon enfin pour moi, de droit. Moi j'ai appris des choses. Comme il le dit si bien, et il prend la parole pour dire que c'est une enquête préliminaire, et que la procédure diffère d'une enquête judiciaire. Oui. Bon, déjà c'est bien, parce que je le remercie d'être aussi généreux en matière d'information sur le plan juridique. Vous êtes une insoumise, Nadia? Nadia, vous êtes une insoumise? Pas forcément, oui, quand même. Mais non, mais dites-le. Ouais. Non, mais attendez, je vais vous dire précisément. Je suis pas une insoumise. Je suis une insoumise, oui, par ce qui se passe dans ce monde et la société que l'on veut nous imposer. Vous n'êtes pas adhérent, adhérente de la France insoumise. Je ne suis pas du tout adhérente de ce parti. Bon. Et ça fait des années que je vote blanc. Très bien. Alors, merci Nadia. Juste si je peux lui répondre. Razik souhaite vous répondre. Par rapport à la personne sacrée, lorsque Jean-Luc Mélenchon il dit que la personne est sacrée, il a complètement raison. Il a tellement raison que c'est l'article 26 de la Constitution française. L'article 26 de la Constitution française, il pose le principe de l'immunité parlementaire. Comme vous avez dit, c'est bien aussi de se référer au débat qu'il y a eu lieu pour poser ce principe dans la République française. C'est un principe qui veut, lorsque l'on est député, pour avoir les coups des franches, pour mener à bien ses fonctions de représentant de la nation, qu'on ne soit pas inquiété par des procédures judiciaires. C'était vraiment pour donner les coups des franches à une époque où les pouvoirs n'étaient pas aussi bien séparés que maintenant, pour faire en sorte que justement les parlementaires puissent travailler en totale tranquillité. L'article 26 de la Constitution consacre ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de dire. Oui, sa personne est sacrée, mais il faut bien se rendre compte, sa personne est sacrée, et il y a une condition, et en plus cette condition-là, Jean-Luc Mélenchon l'a violée en public. La condition que pose l'article 26 de la Constitution, c'est le flagrant délit. Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il a diffusé sur Facebook, en FaceTime, la perquisition, et lorsque lui-même se porte au niveau du substitut du procureur, en fait, il lève de lui-même, si les gens voulaient être procéduriers, en fait, il l'a levé de lui-même son immunité parlementaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas la première perquisition dans un parti politique en France. Le RPR a été perquisitionné, le PS a été perquisitionné. On parle de perquisition à domicile. On parle de pour le coup, ce ne sont pas des premières. Jean-Luc Mélenchon, et c'est son choix, a choisi. C'est pas une première de perquisitionner un domicile d'un homme politique. Sortez-moi l'histoire. On va chercher ça pendant la pause. Je vais chercher ça pendant la pause. Des partis, en tout cas, sur les partis politiques, ce n'est pas une première. Et la troisième chose, on nous dit oui, on parle que de la forme, il faut parler du fond. Pour parler du fond, lorsqu'il y a une perquisition, c'est souvent, même très souvent, pour aller sur le fond de l'affaire. En fait, c'est pour chercher des éléments pour aller sur le fond de l'affaire. Une perquisition, pour le coup, ça se passe comme ça, et encore, elle a été light. Elle a été très light. Je voudrais savoir, parce que moi je suis pas du tout abonné à Mediapart, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des articles de Mediapart à propos de cette affaire? Je crois qu'ils ont pris fait et cause pour, alors je crois, pas me tromper, pour Mélenchon. Plenel en tout cas a eu des réflexions qui allaient dans ce sens. D'accord. Si je me trompe pas. Il serait également intéressant là également, je ne suis pas, mais je sais que Schneiderman qui anime Arrêt sur Image. Oui, Daniel Schneiderman. Et également, en tout cas, cette affaire, elle sera extrêmement intéressante à revoir. Oui. Mais dans quelques mois, quand il y aura des chercheurs en communication politique ou même etc. qui pourront analyser ce fait, moi je trouve que c'est un peu moi, ça m'inquiète un peu, parce que, et en même temps, de toute façon, en France, ce que je déplore, moi, j'ai déjà été amené à aller devant des juridictions pour des affaires civiles, personnelles, etc. Je vois un peu comment ça se passe, et c'est vrai que la justice française est extrêmement fermée. Elle s'est quand même ouverte depuis quelques années, mais c'est encore un monde, c'est un monde à part.
Ouais. Et pour n'importe quel justiciable, c'est pas évident. Et en France, c'est vrai qu'on n'est pas, et moi je regrette, en cela, je suis insoumise, je regrette qu'on ne calque pas un peu la mentalité des pays du Nord où il y a quand même, où on prend le temps d'écouter l'autre, on prend, enfin, quand il y a un litige, quand il y a une histoire. Pas sûr que Mélenchon aurait pu faire ça dans les pays nordiques. Beaucoup moins brutal. Ouais. Merci Nadia, Voilà. merci beaucoup en tout cas de votre appel et de votre longue analyse sur le sujet, le cas Mélenchon. Merci beaucoup Nadia et bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. 01 40 33 9000, pas sûr que Mélenchon aurait pu faire ça dans un pays comme la Suède par exemple. Ça m'étonnerait. Écoute, il aurait été, déjà ils sont beaucoup plus Il l'aurait mis à la disciplinés. retraite. Voilà. À la retraite. Ouais. Pour plus d'une fois, pour plus d'un discours, parce que bien Non, mais avant cela. encore une fois, Nadia a pas tort et elle a pas raison. C'est que dans le sens où elle dit que c'est un intellectuel, ça personne ne peut le contester, y compris ses adversaires, que c'est quelqu'un qui a vraiment une culture impressionnante, c'est un tribun. Mais il a ce côté où il n'arrive pas à maîtriser, j'allais dire, ses sorties. Et pas sûr que ce qui s'est passé ce week-end, ça a été cette semaine, pardon, ça a été en sa faveur. Vraiment pas. J'ai l'impression que son image en a pris un coup, y compris, il faut le dire, ici en direct, parce qu'on a des gens qui sont infiltrés en quelque sorte dans les mouvements. Je peux vous dire que Jean-Luc Mélenchon commence à poser question au sein même des militants de la France Insoumise. Il commence à agacer, il commence à énerver. Parce que ce qu'on retient et ce dont on parle, c'est du comportement de Mélenchon plutôt que du programme ou des propositions de la France Insoumise. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Quelqu'un a posé la question dernièrement, et c'est Jean-Michel Apathy. Oui, absolument. Excellent. Est-ce que cet homme-là pourrait justement avoir le doigt au-dessus justement du bouton rouge? Cet homme-là, s'il parvient justement à la fonction suprême de l'État français qui est président de la République, il aura quand même effectivement le contrôle de tous les codes nucléaires. Donc moi je veux bien croire que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas Kim Jong-un ou Kim Jong-il, mais à un moment donné, dans la maîtrise de ses nerfs, je sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est cet homme-là. Moi, il ne m'inspire pas confiance. Enfin, pour le coup, on reprochait à Nicolas Sarkozy à l'époque son côté colérique. Qu'est-ce qu'on devrait dire de Jean-Luc Mélenchon? C'est ça. Après, lui, il en fait dans son positionnement politique, il en fait quasiment une valeur, une espèce de sincérité dans le discours politique. Ça peut être parfaitement entendable chez les militants de FI, même autour chez les syndicalistes, etc. Après, pour accéder à la fonction suprême de la République et la présidence, pas sûr qu'il y arrivera. Absolument. Dans un instant, on continue d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'appels 01 40 33 9000 et on va parler d'un autre sujet qui a fait la une de l'actualité depuis un petit moment, mais en France c'est arrivé tardivement, comme d'habitude. C'est l'affaire du journaliste saoudien. À tout de suite. Le LGF, le grand forum avec Razik Metiche, avec Enver Dos Santos et avec vous, chers amis auditeurs. Je vous rappelle la question du jour à propos donc de ce qui apparaît. En tout cas, ça n'a pas l'air de prendre, et tant mieux en l'occurrence dans les médias. Quoique on en parle quand même pas mal, l'affaire Benzema, et s'agit-il d'un acharnement envers lui, envers sa personne? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter LGF officiel, n'hésitez pas. Et là on était en train de parler de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a occupé la sphère médiatique tout au long de la semaine. Alors il y a eu ce face à face que vous avez certainement regardé avec Bourdin, qui était à chaque fois un grand moment de télé, il faut l'avouer. Bourdin, Mélenchon, ça nous promet à chaque fois des grands échanges. Mélenchon aujourd'hui, enfin hier, a été auditionné. Il en est sorti d'ailleurs, il a magistralement d'ailleurs résumé son audition. Razik, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, après c'est un tribun hors pair, Mélenchon, enfin sur le personnel politique, dans les 577 députés qui composent l'Assemblée. Ouais. Peu, en termes rhétoriques, peuvent aller affronter Jean-Luc Mélenchon dans le terrain de la diatribe ou de la rhétorique. Très peu. Après, concernant la séquence, moi pour le coup, je vais pas forcément être d'accord. Enfin, pour le coup, il sort quand même renforcé le Jean-Luc Mélenchon de la séquence de la semaine. Si on reprenait la semaine dernière un petit peu le match politique qui était vendu pour les européennes, ouais. C'était Macron et consorts contre les nationalistes, contre Marine Le Pen, Salvini et consorts. On va dire que c'était un petit peu le match. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est devenu l'opposant numéro 1 de Macron en France par le biais de cette affaire-là judiciaire. Donc, après. Pour répondre à la question, est-ce que c'est bon ou pas pour lui? Est-ce que c'est bon pour la suite? Je pense que
à court terme, il s'est replacé comme un opposant, voire l'opposant numéro 1, mais à long terme, surtout compte tenu de l'objectif qui est le sien, c'est-à-dire la présidence de la République, ça laissera forcément des traces. Lorsque l'on sait que les Français veulent quelque part quelqu'un d'apaisé pour accéder à la présidence, lorsque l'on sait le procès qui a été fait à Nicolas Sarkozy en termes de nervosité, justement on disait que ça pouvait être presque éliminatoire pour accéder à la présidence de la République, et surtout en 2012 ça a été ressorti comme un des arguments de campagne contre Nicolas Sarkozy. Enfin oui, pour Jean-Luc Mélenchon, on lui ressortira, mais monsieur, vous vous énervez en pleine procédure judiciaire, vous êtes capable de vous énerver. Après, est-ce qu'il ressortira de la séquence? À court terme sûrement, à long terme non, je pense. On va prendre l'avis de Ahmed qui nous appelle de Reims. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2, cher Ahmed. Alors on t'écoute. Merci. Moi je pense que c'est préjudiciable pour lui à long terme dans le domaine politique. Forcément, en France on n'aime pas les politiques qui s'énervent trop vite. Il peut regrouper simplement les votes de protestation, mais jamais des votes d'adhésion, etc. C'est un peu comme Marine Le Pen ou son père fut un temps. Après, sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est condamnable, etc., etc. Oui, ça va de soi. Néanmoins, moi je relève 2 points. Un petit peu différent, c'est que moi je trouve plutôt bien qu'un homme politique comme ça ne baisse pas les yeux et qu'il se défende contre ce qui lui semble être une injustice. Je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de gens en France qui voient des injustices et qui ferment les yeux. Ahmed, je suis d'accord, mais juste si on fait la même chose que lui, on va se retrouver en gave. Alors, non, mais justement, je termine. Moi je trouve ça bien de son côté à lui d'avoir fait ça. Par contre, je condamne la police qui n'a pas fait son boulot. Parce qu'effectivement, si c'était un citoyen noir ou arabe, il y a longtemps qu'il l'aurait embarqué, même devant les caméras. Donc ce qui est regrettable, c'est pas simplement que lui, il ait fait ça, parce qu'à la limite, on peut comprendre, on peut même trouver ça positif quelque part. Par contre, ce qui est négatif, c'est le comportement de la police, qui ne l'a pas embarqué tout de suite. Et qui, si ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il l'aurait embarqué tout de suite. Bon. Merci Ahmed pour votre réaction, mais je crois qu'il a l'immunité parlementaire, donc... Non, mais sauf après... en flagrant délit. Exactement. Ouais. Et là où je suis pas d'accord avec... Ils auraient pu le coller pour outrage. Oui. Pour le coup, si les citoyens ont déjà la loi fait le ça, permet. Je sais pas si nos avocats nous écoutent. Voilà, là, les avocats pourraient nous répondre, mais là où je suis pas d'accord avec Ahmed, c'est qu'à un moment donné, certes, il a montré un peu les muscles pour dire qu'il n'était pas d'accord, voilà, avec cette situation, et il a bien fait, selon Ahmed. Moi, j'aurais bien aimé qu'il s'insurge de la même manière quand des citoyens ont été perquisitionnés chez eux, plus d'une centaine de familles qui ont été perquisitionnées chez eux parce qu'il y avait eu un attentat et que voilà, ils se sont retrouvés sous... Tu parles de l'après-attentat ? Exactement. Non, mais on est loin d'une centaine. C'était 3354 perquisitions. Voilà, et elle est là la réalité, c'est que lui ne s'est pas insurgé. Il ne s'est pas insurgé. Il ne s'est pas insurgé, il n'a pas fait l'insoumis en disant que ça n'était pas normal parce que certes il y avait eu l'attentat, mais il y a des familles à un moment donné. Existaient à cette époque. Lui, il existait dans son mouvement. Oui, lui, dans son mouvement, il existait. Parti de gauche, ouais. Le parti de gauche, le front de gauche, etc. Et tout ça. Et ses idées existaient déjà. Et donc, je veux bien qu'on soit en période de post-attentat, mais à un moment donné, lui, il s'est pas insurgé de ce que subissaient ses familles. 01 40 33 9000. On a Karim qui nous appelle d'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Salut Karim, bonsoir. Ouais, salam alaikum les gens. Qu'est-ce que je veux dire, Christophe, s'il te plaît? Bon, ça déconne toujours là. Comment? Ça déconne toujours là, le réseau là, c'est hein. Oui, bah apparemment, je sais pas. C'est quoi depuis hier là? Je mets la pression, hein, mais bon. Tu demandes aux auditeurs dans la journée, est-ce que ça déconne autant comme ça là? Ah bah je sais pas, moi. Écoutez. Faudrait qu'on sache un peu. Ouais, bah non, apparemment il y a quelques soucis techniques qui sont en cours de résolution, me dit-on. Ouais, mais je sais qu'en tout cas des fois dans les informations le matin avec RFI ça déconne un peu légèrement. Ah bon. Mais jamais autant à ce point-là quand même avec vous. Ouais, en ce moment, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on veut pas être complotiste, mais au bout d'un moment, hein. Bon, non, je plaisante. C'est Zarbi un peu comme je te dis. Ouais. Karim, on t'écoute. Qu'est-ce que je veux dire? Franchement, moi je vais dire 2-3 trucs. J'essaie de parler au plus vite. Ouais. Déjà d'une, des fois voilà, tu laisses parler. Ça dure trop longtemps, Christophe. On peut plus partager normalement. On doit partager tout ça là. Il y a des gens qui parlent 7 minutes, comment on va faire nous? Karim, c'est pas le bureau des plaintes ici, hein. Oh. Allez, sur l'énergie 12, Vas-y Karim, vas-y. Voilà, il y a des gens, il reste 7 minutes, c'est bon, faut être circoncis, bim, là, faut parler vite. Ouais, t'as raison, allez, bim, allez pour toi, vite. Tac, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Je voulais passer un grand salam à Damien et à Amar, on les voit plus. Je voulais leur passer un grand salam. Ok. C'est clair.
Franchement, ça m'a vénère là, le truc tout à l'heure. Bon, ok. Bah écoute, qu'est-ce qui t'a vénère, Karim? Là, les gens parlent 7-8 minutes, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est clair. Et j'entends Enver rigoler et il a assuré par rapport à la phrase de RAP, là, bien joué Enver. Merci, merci Karim. Bon. Même une personne de 90 ans la connaît, elle est d'accord avec cette phrase. Même Agnev, il est d'accord avec ça. Salut Karim, bon week-end. Bon week-end, Karim, Ciao. prends soin de toi. Ah là là. Il avait la pêche. Il avait la pêche. Karim d'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter là-bas. 01 40 33 9000. Ah oui, le village. J'en profite pour saluer Yousra. Exactement, salut Yousra qui ne nous donne plus de nouvelles. Hein. On avait été avec ça, pour raconter à Razik parce que il est encore novice Razik. Il découvre. On avait été chez une auditrice qui avait gagné le concours de jeunes talents du LGF. On avait été invité chez elle pendant le Ramadan avec Enver, on y est parti, il y avait d'autres collègues avec nous et on s'est retrouvé dans un village, mais vraiment, nous on croyait aller dans une ville, tu vois. On s'est retrouvé dans un village perdu. Les pauvres Parisiens. Ah ouais, non, là pour le coup, il n'y avait plus de réseau. À un moment donné, il n'y avait plus de réseau, il y avait des vaches, elles nous disaient bonjour, tranquille, c'était beau. Mais c'était dur quand même. C'était dur. Après tout, quand on est arrivé, on s'est dit, mais où sommes-nous? Voilà, et ben on était là-bas, au champ, je sais pas quoi. Ozoir-les-Champs, non c'est ça? Ouais, un truc comme ça quoi. Salut Yousra et salut la famille qui nous avait bien reçu d'ailleurs, on avait bien mangé. Franchement, machallah. Allô, bonsoir, dernier appel pour Mélenchon, on va passer ensuite à l'affaire Khashoggi. Khashoggi, on dit comment d'ailleurs? Khashoggi. Oui, Khashoggi. Razik, tu mets tout le monde d'accord? C'est Khashoggi normalement. Pas du tout, pour le coup, je suis pas arabophone. Bon, super. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, salam alaikum à tous. Salut, Méziane. Voilà, moi je soutiens Mélenchon et je continue à le soutenir, même si, bien entendu, il a peut-être un peu dépassé un petit peu les limites. Mais ce qu'il faut voir, parce que en fin de compte, le matraquage, on peut bien entendu tous déplorer cet excès, mais en même temps, il faut regarder, comme avait dit Nadia, le fond. Parce que là, vous jugez la forme, mais il y a la forme et le fond. Et quand même, le fond est plus important que la forme. Mais après, le fond, à mon sens, c'est bien la justice qui va le donner, le fond. Non, mais ça c'est clair. On est bien entendu, la justice va le donner. C'est pour ça que la forme, on peut être, on peut dire qu'il a eu un excès, un débordement, une fatigue, où il est tellement titillé par tous les médias depuis toujours. Et, sans compter le pouvoir actuel, mais en même temps, c'est quelqu'un qui comment on appelle ça? Vous allez pas nous faire le coup de la pleurniche quand même, Méziane, pas nous. Non, c'est un vieux briscard, Mélenchon, arrêtez vos conneries. Mais je trouve que c'est ça fait 30 ans qu'il fait de la politique, il a fait que ça toute sa vie, il a jamais travaillé de sa vie, il a été dans les partis, 30 ans ou 25 ans au Parti Socialiste. Ouais, faut arrêter, faut pas nous la faire. Les autres non plus. Mais parce que, en fin de compte, le problème, il est pas qu'il est foutu, pas foutu. Moi, je regarde le fond. C'est un mec qui est quand même pour le peuple, pour la démocratie, et les autres sont pour le pouvoir financier. Et lui, il dit, au-dessus de 300 000 euros de gains, je prends tout. Ouais, et les autres disent, il serait bien emmerdé à titre personnel. Les pauvres, on va les taxer, et les riches, on va continuer à les enrichir. Après, c'était parce qu'il y avait un mot pour ça. Je sais que tu es parmi les riches. Forcément, tu prêches pour ta paroisse. Bah évidemment. Juste pour répondre, il y avait Pasqua qui disait que justement les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exact. Donc j'attends de voir moi si l'info il arrive, si 300 000 iras gratis, etc. J'attends vraiment. En tout cas, dans cette affaire, sachez que d'un point de vue audition et justice, elle s'enchaîne pour la France insoumise, puisque après les explications de Mélenchon hier devant l'office anticorruption, c'est au tour de sa communicante préférée, Sofia Chekirou, d'être interrogée par les enquêteurs dans le cadre donc de l'affaire des comptes de campagne du candidat Mélenchon à la dernière présidentielle. Sofia Chekirou est soupçonnée d'avoir donc surfacturé ses prestations. Mediascope, c'est donc au cœur de l'enquête, société de conseil en rappel de Sofia Chekirou, cette proche conseillère donc en communication de Jean-Luc Mélenchon, elle est soupçonnée d'avoir gonflé ses factures. Exemple, les mises en ligne des vidéos, des meetings, ce qui ne prend que quelques minutes, elles coûtent rien ou presque, défacturées 250 € au candidat Mélenchon.
trop gros pour la Commission nationale des comptes de campagne. Au total, plus de 400 000 euros de dépenses, dont 56 000 euros facturés par Sofia Chikirou, ont ainsi été exclus des remboursements. L'un des rapporteurs a même émis des réserves sur 1,5 million d'euros de dépenses. Mais David Maret, l'avocat de Sofia Chikirou, qui a été joint, rétorque que ces accusations reposent sur des chiffres au mieux mal compris, au pire tronqués, voire manipulés. Quant à la sévère analyse de la commission des comptes de campagne, David Maret précise qu'une dépense rejetée n'est pas nécessairement illégale. Il se dit par conséquent serein, ce qui n'est pas nécessairement le cas de sa cliente. Sofia Chikirou va en effet passer la journée sur les grilles des enquêteurs et pas sûr que ça s'arrête pour l'instant pour elle, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que ça dure cette histoire. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce qui a fait la une de l'actualité tout au long de la semaine sur la sphère médiatique de Mélenchon, qui a donc tenu une conférence de presse tout à l'heure dans laquelle principalement, est-ce qu'il faut retenir, il demande l'annulation des perquisitions et que lui soient restitués tous les biens qui ont été confisqués notamment. Allez, on n'a pas eu le temps de faire un zapping hier, du coup j'ai un petit zapping au frigo là, on se le fait les gars? Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok, alors le zapping pour ce vendredi. Pour commencer donc ce zapping, une petite confidence, anecdote même, que raconte Sergueï Lavrov à propos de Laurent Fabius lorsqu'il était en poste en tant que ministre des Affaires étrangères chez nos amis de RT France. Écoutez. Je me souviens d'une histoire qu'il m'est impossible d'oublier. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. Il a ri et m'a dit, c'est la vie. Il faut dire quand même que c'est la vie, ce n'est pas de la politique. Évidemment, c'est le principe de 2 poids, 2 mesures. Incroyable cette petite confidence de Sergueï Lavrov, ce même Laurent Fabius qui disait qu'elle ne sera fait du bon boulot en Syrie. Hein. Oui. Ouais, faut le rappeler quand même. Voilà pour la petite anecdote et donc les confidences chez RT France de Sergueï Lavrov. Hier matin chez Bourdin, François de Rugy, le ministre de l'Environnement, qui s'est expliqué sur Emmanuelle Wargon, la toute nouvelle secrétaire d'État, qui travaillait chez Danone. Ça c'est pas le problème, c'est qu'elle était surtout pro huile de palme. Et là ça pose problème et de Rugy a tenté de s'expliquer là-dessus. Elle était depuis 3 ans au sein du groupe Danone, après avoir fait une longue carrière de fonctionnaire, au service plutôt des questions sociales, de travail, d'emploi, de formation. Elle a travaillé pendant 3 ans au sein du groupe Danone. Oui, mais d'accord, mais enfin, c'est pas une raison pour défendre lui. C'est interdit quoi? L'huile de palme? Non, d'être nommé secrétaire d'État quand on a travaillé dans le privé ou quand on a été haut fonctionnaire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Alors, c'est gênant quand même cette prise de position, non, sincèrement. Ce qui serait gênant, c'est si elle disait en tant que secrétaire d'État aujourd'hui, nous allons développer l'usage de l'huile de palme en France, alors que ce n'est pas notre politique. Bon. Mais en revanche, moi je vais vous dire, parce qu'il faut être concret, elle a œuvré au sein du groupe Danone pour conduire des transformations. Et sur quel sujet? Parce que le groupe Danone, c'est un groupe agroalimentaire que tous les Français connaissent. C'est l'eau en bouteille. Donc c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des bouteilles plastiques. Quatrième plus gros producteur de plastique dans le monde. Est-ce qu'on les réduit? Est-ce qu'on les recycle? Qu'est-ce qu'on fait d'une manière générale des déchets? En Arabie Saoudite pour aller le vendre en Chine.
Vous avez vu ça? Bon, et justement, donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on change? Et elle, c'est ce qu'elle a commencé à enclencher. Elle a vu les difficultés, les obstacles, les inerties, le conservatisme. Eh bien, moi, je trouve que cette expérience, elle est très intéressante pour le gouvernement et pour mon ministère. C'est-à-dire d'avoir à la fois une bonne connaissance des aspects sociaux. Vous savez, elle sera à mes côtés pour rencontrer les élus et les responsables des centrales à charbon. Bah, c'est un enjeu social aussi, en même temps que d'être un enjeu écologique. Et donc, son expérience de conduire des transformations, moi, je trouve qu'elle est tout à fait utile pour le gouvernement. Alors convaincu par les explications de Rugy, Razik? Bah non, pas du tout, surtout par de Rugy. Enfin voilà, faut quand même replacer le monsieur qui a commencé sa carrière chez les Verts, qui était à la primaire où il a signé un engagement, je sais pas s'il a juré après, en tout cas il a dû croiser les doigts je pense, où il a signé un engagement qui devait soutenir le candidat qui était vainqueur au sein de la primaire de la gauche, donc Benoît Hamon. Il a vu Benoît Hamon, il a dit bon bah merci les gars, c'était sympa la gauche, moi je vais aller chez Macron. Cette personne, faut le rappeler, il est ministre d'État numéro 2 du gouvernement. Au Conseil des ministres, il siège à gauche du président Macron, comme s'il y avait une prime à la trahison au sein de la Macronie, et qui veut aujourd'hui nous faire avaler à la couleuvre, comme quoi on aurait nommé secrétaire d'État une écologiste patentée. Non, pas du tout, c'est une lobbyiste d'affaires. On a le droit, chacun a le droit d'avoir. Ça rappelle Valls un peu de Rugy? Ouais, ça rappelle Valls avec un peu d'épices de Provence, quoi. Il est mal, Valls, hein. Il est crédité comme arrivant dernier dans les sondages. Bah, les Barcelonais ont bon goût, ils le confirment. Hein. J'aime beaucoup Barcelone. Hein. Vraiment, les Barcelonais, je vais y aller. Il y a les vacances, je vais pas tarder à y aller parce qu'ils ont vraiment bon goût. Faut les encourager pour mettre définitivement l'enterre politiquement. Hein. Ce qui est triste avec De Rugy, c'est ce qui nous explique assez clairement, c'est au final, t'as beau être un serial killer, un espèce d'assassin qui a participé à je ne sais combien de choses. C'était avant. C'est pas que c'était avant, c'est que Macron a trop les péchés. Ce qu'on veut, c'est ta capacité à avoir réussi à aussi bien vendre. Le reste nous intéresse pas. T'as bien vendu, t'as été le meilleur vendeur d'armes, on a réussi grâce à toi à buter un maximum de personnes. T'inquiète, t'as des compétences, on va les utiliser et on va te recycler. Pas sûr qu'il ait réussi à se vendre, lui, tiens encore lui. Mélenchon, alors c'est vrai que c'est mal passé, il se moque de l'accent d'une Toulousaine de la part d'un Marseillais en plus. Comme vous disiez sur la 3 il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Hein? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez. À quelle époque vous disiez qu'il n'y avait pas de respect? Quelle époque? Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Voilà. Qu'est-ce que c'était il y a 6 mois? Excusez-moi, je ne me rappelle pas. Au mois de mars, sur la 3, vous expliquez... Ah, c'était la campagne électorale? Oui, mais vous disiez non, au mois de mars. Non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible? Parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas. Alors là, je vais vous dire un truc. Personnellement, j'aurais été parmi les journalistes interrogés Mélenchon. J'aurais fait front et on aurait tous arrêté l'interview. J'aurais dit stop, on arrête puisque ce monsieur ne nous respecte pas, une consoeur. On arrête tout, monsieur Mélenchon, on n'a plus envie de vous interroger tant que vous nous manquerez de respect de la sorte. Non, c'est incroyable. Voilà. Enfin, là, pour le coup, c'est un manque de respect. Voilà. Juste c'est pour criant rappel, quand même. Ce monsieur est à l'Assemblée nationale car il a été élu, je le donne en mille, à Marseille. Il est en train de se moquer de quelqu'un qui a l'accent du Sud. Enfin, on marche sur la tête totalement. Mais il se moque des Français. Il se moque des Français. Ça porte un nom, ça s'appelle en plus, c'est de la glottophobie. Exactement. Le fait de se moquer de quelqu'un par rapport à son accent. Enfin, juste pour prendre. D'ailleurs, puisque tu dis ça, il y a une députée En Marche qui a déposé un projet de loi là-dessus. Ben, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas, mais il y a une réflexion à mener. Moi, je vais vous donner un autre exemple pour voir un petit peu les dégâts. Si demain, quelqu'un arrive avec un CV qui est parfait, mais il a un accent, comme ça se dit, je le dis tranquillement, il a un accent de blédard. Vous pensez qu'il sera pas discriminé? Vous pensez qu'il n'y a pas une réalité aussi de discrimination par rapport à cet accent, même au-delà d'un accent qui reflète une origine? Parfois, il y a des personnes, des Parisiens qui peuvent faire montre d'une certaine exclusion comparée à des accents qui chantent. Ouais. Le fait que Jean-Luc Mélenchon, député de la Nation, élu sur Marseille, fasse lui-même ça, enfin, juste pour donner un exemple, qu'est-ce qu'on aurait dit si ça avait été Marine Le Pen qui avait fait ça? Il y a un peu, enfin pour le coup, on est un peu à la carte. Même nous, on est un peu à la carte, on se dit oh mais c'est Mélenchon, c'est pas grave. Ouais. Non, ça dit quelque chose quand même de l'époque. Et justement, le matin même, donc hier matin, avant son audience, les journalistes étaient là, ils l'ont interrogé, il n'était pas très calme. Hein. Vous allez vous retrouver face notamment à certains des policiers qui ont mené ces perquisitions, probablement. Est-ce que vous allez commencer par évoquer cela? On ne sait pas, peut-être apaiser les choses, vous excuser, je ne sais pas. Si vous ne savez pas pourquoi vous en parlez? Parce que je vous demande. Vous demandez quoi? J'ai pas compris.
Vous allez vous retrouver face à certains des policiers qui ont mené les perquisitions. Et alors vous me demandez quoi? C'est tout ce qui vous vient à l'esprit? Vous allez en dire un mot peut-être? Non, pourquoi faire? Est-ce que je vous dis un mot à vous à chaque fois que je vous vois et pourtant vous êtes très désagréable? On n'en reparle pas à chaque fois. Il faut savoir tourner les pages en quelque sorte. Hein, on va pas passer notre vie là-dessus. Quelque chose d'autre? Quelle est votre version de cette perquisition? Ah oui, c'est vous là, j'avais pas vu. Est-ce que... Voilà, donc Mélenchon, voilà, fidèle à lui-même pour le coup. C'est un sacré client, ça va dire. Ouais, bon, j'aimerais bien qu'on, normal, on va lancer l'invitation, on va l'inviter Mélenchon, parce qu'on a des choses à lui dire quand même. Hein, on a des choses à lui dire. Ça pourrait être intéressant, parce que faut se souvenir que Monsieur Hortefeux avait parlé d'Auvergnat, et que justement c'était un cliché, et qu'on lui était tous tombés dessus, et que là justement, le mec tombe sur une jeune femme avec un accent du sud, et il dit je comprends pas le français. Ouais. Mais c'est fou, enfin il est député de Marseille, je sais pas si on lui a dit, faut lui dire, t'es député de Marseille. Godin était très vénère d'ailleurs. Dans un instant MBS, et après Libertad, restez avec nous. Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, Razik Métiche avec Enver de Santos. Il nous reste très peu de temps, j'espère qu'on aura le temps de faire un petit Libertad parce qu'on nous le réclame à chaque fois. Mais il faut qu'on parle de MBS quand même, s'il vous plaît. La disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à présent. Donc Donald Trump est désormais convaincu de sa mort. Et puis côté turc, eh bien on est à la recherche, messieurs dames, d'un cadavre. Des fouilles sont menées dans une forêt proche d'Istanbul ainsi que dans une ville près de la mer de Marmara. Les autorités turques affirment donc que l'enquête progresse et depuis l'enquête, eh bien, sur la disparition de Rachel Khashoggi, les autorités turques affirment aussi par le biais de fuites dans la presse que le journaliste a été tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul dans des conditions atroces selon deux contenus d'un enregistrement sonore que personne, si ce n'est un journal pro-gouvernemental dit détenir. Ce fichier sonore des traces d'ADN parmi toutes ces preuves que les enquêteurs turcs auraient déjà découvertes, l'une manque toutefois à l'appel et non des moindres, le corps de Jamal Khashoggi. Après avoir laissé flotter un temps une théorie selon laquelle les membres découpés auraient été dissous dans de l'acide, les autorités turques font désormais savoir qu'elles recherchent activement le corps du journaliste. Plusieurs médias turcs et l'agence Reuters rappellent que les policiers se concentrent sur deux pistes, une grande forêt au nord d'Istanbul et une zone rurale, donc proche de la ville de Galova, qui est une petite ville à une centaine de kilomètres au sud d'Istanbul. Les enquêteurs auraient identifié ces lieux après avoir reconstitué le trajet en voiture du commando de 15 Saoudiens soupçonnés d'avoir tué Jamal Khashoggi. Toutes les allégations émanent cependant de sources anonymes. Le procureur chargé de l'enquête ne s'étant toujours pas exprimé sur cette affaire. Donald Trump qui s'est exprimé hier et qui reconnaît effectivement qu'il aurait été tué et que les conséquences risquent d'être terribles. Les Saoudiens, MBS peut-il trembler, Razik ? Oui, je pense qu'il a de quoi trembler. Déjà sur l'affaire, on est vraiment dans le scabreux le plus abject. On dirait un mauvais esprit criminel. Enfin, il y a un mauvais épisode d'esprit criminel. On parle de corps découpés, on parle d'acide, on parle de torture avec peut-être un agent de torture qui aurait écouté ça avec de la musique classique. On sait pas où on est là, vraiment. On est dans les limes de l'humanité. Enfin, on est très loin. On est vraiment très très loin. La deuxième chose en termes géopolitiques, oui, ça bouge. Il y a un sommet économique qui devait avoir lieu à Riyad la semaine prochaine, qui a été boudé par l'ensemble des pays du monde et de la part de grandes sociétés aussi, qui n'iront pas. Certains iront, faut aussi le rappeler. La délégation française sera bien présente. C'est bon de le rappeler aussi. Bruno Le Maire n'ira pas. La société Thales n'ira pas. Oui, après on pourra lister aussi ceux qui iront. Il y a aussi une liste qui font des affaires bon gré mal gré. Ça c'est une réalité. Ouais. La troisième chose, oui, au sein même du pouvoir saoudien, c'est en train de tanguer. On est en train de se demander si MBS est en train n'est pas en train de mettre en péril la demeure Saoud en ayant à ce point dérapé, et je mets des guillemets, on parle pas d'un dérapage, on parle de torture et de barbarie dans un sol étranger. Enfin voilà, on parle d'un acte quasiment pas de dire, mais en tout cas sur un sol commis sur un sol étranger. Oui, la maison saoud est en train de se poser la question. Si Trump le lâche,
MBS. Ça sent mauvais, ça sentira mauvais. La seule question c'est est-ce que Trump va lâcher? Il y a des sons divergents, chaque jour un petit peu ça. Vous connaissez le rôle important d'un journaliste aux États-Unis, cher Razou? Oui, oui. C'est enfin voilà, on peut reprocher tout au modèle américain, la liberté de la presse elle est sacrée chez nous. Et la Turquie dans cette histoire qui ne s'est toujours pas exprimée. Non mais c'est un silence. Là aussi, est-ce qu'il y a un deal qui se prépare? C'est là où je voulais en venir avant de laisser la parole à Enver. Le silence des autorités turques est absolument déroutante. Et on a même eu, il me semble hier ou avant-hier, un communiqué de la part du porte-parole disant qu'il ne fallait pas croire tout ce qui était écrit dans la presse. De la justice turque. Ça ressemblait bien à un rétropédalage. En coulisses, à s'affaire. Ça, c'est évident. Après, est-ce qu'on a tous les tenants et aboutissants? Non. Est-ce que cette crise est grave? Absolument oui. Enver, un mot là-dessus avant Libertad. Allez. Bon, mon mot est très court. C'est est-ce réellement étonnant? Ce qui se serait passé, ce meurtre infâme, cette boucherie, n'est que le reflet de ce qui se passe au Yémen, du même homme. Donc à un moment donné, quand on sait ce qui se passe au Yémen, le nombre de millions de personnes touchées, le nombre de milliers d'enfants qui subissent cette guerre encore aujourd'hui, la famine, etc., atroce, par cet homme, MBS justement, qui est le leader de cette coalition contre le Yémen, est-ce que ça étonne réellement que sur un journaliste qui soit contre son pouvoir, il ait fait cette chose-là? Voilà. Libertad 01 40 33 9000, c'est vendredi, c'est le week-end dans quelques minutes maintenant. Et les vacances scolaires aussi. Oui, les premières vacances scolaires de la Toussaint. C'est pour dans quelques heures. Donc toi qui es en moto, à mon avis tu vas avoir du monde, mon cher Enver, sur la route. Allô, bonsoir, qui est là? Allô, bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est Fatima. Bonsoir Fatima. Bonsoir, Fatima. Alors Fatima, allez-y. C'est au sujet du journaliste là. Oui. J'ai entendu le diable, moi je l'appelle le diable, Trump. Je l'ai entendu dire, et peut-être que le président saoudien là, comment il s'appelle là, le blaireau là, peut-être qu'il n'était pas au courant. Non, mais c'est une plaisanterie qu'il n'était pas au courant. Vous l'avez entendu ça? Non, je ne l'ai pas entendu, mais que Trump, en tout cas, hier soir, il a changé un peu de discours quand même, parce qu'il reconnaît. Donc, pour pouvoir, parce qu'on peut pas laisser tomber ses amis, surtout ses amis qui d'un pétrodollar. Et donc, moi j'ai entendu ça. Peut-être que le président saoudien n'était pas au courant. C'est-à-dire que ça vient c'est pas le président, c'est le prince héritier. Merci Fatima, merci beaucoup, bon week-end. Ciao, 01 40 33 9000, 00 33 1 40. Non, oui, c'est ça, 00 33 1 40 33 9000. Si vous nous appelez de l'étranger, n'hésitez pas. Un petit Libertad là, hop, improvisé. Allô, qui est là? Bonsoir. Bon, prénom, ville d'appel. Moustapha Amien. Salut Moustapha Amien, qu'est-ce qui se passe? Moi je vous appelle parce que cette semaine votre radio, il y a des problèmes d'émission les gars. Ouais, on le sait, apparemment il y a des problèmes. Oui, ça y est. Voilà. Moi j'en ai marre, je suis là, j'entendais, il y avait des trucs, j'ai envie d'écouter, ça gueule, je n'entends pas. Bon, eh ben écoute, j'espère que nos amis techniciens vont se mobiliser à fond, comme ils le sont. Motivez-vous. Et puis j'ai une seule chose à dire, Benzema, je comprends pas. On s'acharne sur lui. Et on lui reproche des choses qu'ils n'ont pas fait. Ça veut dire maintenant on est responsable des actes d'autrui. Merci Amiens, merci Moustapha, bon week-end. Ciao. 01 40 33 9000, un petit dernier ou une petite dernière pour la route et pour cette semaine. Rappelons que lundi, invité de l'entretien du LGF, ce sera Ménel, la chanteuse Ménel, qui se livrera à un entretien à cœur ouvert. Et le lundi d'après, Ulysse Rabaté, qui est avec Farida Amrani, candidat dans la première circonscription de l'Essonne, après que Valls ait démissionné de son poste de député. On parlera politique de 22 octobre. Allô, bonsoir, qui est là? Bonsoir, c'est Salim de Lille. Salut Salim de Lille, bonsoir. Bonsoir, fermes la boutique Salim, vas-y, on t'écoute. Donc je voudrais bien sûr intervenir sur l'affaire qui risque d'emporter le régime d'El Saoud. Ouais. Et je vous dirais que ce serait une très bonne nouvelle, je vous le cacherai pas, parce que ce serait la fin d'une idéologie qu'on essaie de faire passer pour une religion qui s'appelle le wahhabisme. Est-ce que vous pensez vraiment et je dirais même peut-être
plus de morts musulmans que des morts, tout court. Est-ce que Salim, le fait que NBS soit remplacé par son petit frère, par exemple, Khalid, on parle de lui en tout cas, est-ce que ça va changer vraiment les choses? Non, pas sûr. Ça ne changera rien parce que le régime sera tel quel avec son idéologie et ses meurtres perpétrés à grande échelle. Vous l'évoquez juste à l'instant, au Yémen, où il y a une famine qui est en train de massacrer toute une population. Ah oui, les Saoudiens sont très forts quand il s'agit d'attaquer un pays démuni comme le Yémen. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à la Corée du Nord? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à des autres puissances? Ils savent s'attaquer aux plus faibles. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est la peur, mais une peur extraordinaire qu'a le régime de perdre, non pas la grâce divine, mais la peur de perdre le soutien américain. Et je vous le dis, ils ont plus peur de perdre leur allié américain que d'avoir une sanction divine. Parce que ces gens-là, on le voit aujourd'hui, n'ont jamais changé de mode de fonctionnement. On nous a vendu, même en Occident et en France, on nous a vendu que le régime allait s'ouvrir vers plus de pluralisme, plus de liberté Salim, pour la femme. merci. Ça a été un leurre. Je vais vous donner un exemple. Ouais, J'étais assez irrité d'apprendre que les journalistes occidentaux et français étaient heureux de voir que les femmes pouvaient conduire un véhicule. Mais sachez que dans les pays musulmans comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme le Maroc, les femmes conduisent. Ne regardez pas dans cette lonière saoudienne une vision musulmane. Vous voulez savoir ce qu'est l'islam? Allez voir d'autres pays, parce que ce que vous voyez en Arabie Saoudite n'est pas obligatoirement ce qui est véhiculé par les musulmans éclairés par une spiritualité. Merci Salim, désolé, on n'a plus le temps là, faut qu'on ferme boutique, faut qu'on s'en aille. Merci beaucoup messieurs, Razik, Métiche et Enber de Santos. Vous allez pouvoir vous entraîner face à Nice, parce que le dimanche prochain c'est la belle rencontre. Voilà. Ah. Mais tu vas souffrir. Moi j'attends, je dis rien pour l'instant. Dis rien. D'accord, je t'invite à tu vas souffrir. Même si on perd, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que pendant tout le match, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Parisiens ne jouent pas? Et après, coup de chance, vous allez réussir à gagner. Coup de chance, vous allez réussir à gagner. Ce mec est fou et irréaliste. Merci beaucoup les gars, bon week-end. Ce soir 20h, Parle Islam avec Samir Abslam. Et lundi on est de retour avec Audrey Pronosti et avec Anan Zawani. Et avec aussi l'interview, entretien à cœur ouvert de Menel, 17h. C'est le rendez-vous de l'entretien de Menel à découvrir lundi 17h. Bon week-end, bonnes vacances. Merci d'écouter France Maga 2, vous avez parfaitement raison. Et il est 18h04, voilà, une fois n'est pas coutume, on termine en retard. Bon week-end à tous, lundi, on sera là à 16h. 18h04, le rappel de l'actualité de ce vendredi soir, c'est avec Marine Garel pour le Flash. Bonsoir chère Marine. Bonsoir à tous. Un discours virulent de 45 minutes. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé devant la presse. Le chef de file de la France Insoumise est revenu sur les dernières révélations. Révélations sur des prestations de la société Mediascope pour le compte de sa campagne présidentielle. Le montant de certaines de ces prestations remboursées par l'État pose question. Le chef de file de la France Insoumise rejette ces investigations. Il rappelle que ces comptes de campagne ont été validés. Jean-Luc Mélenchon prend la défense de la patronne de Mediascope, Sophia Chikirou. Elle est entendue dans les locaux de la police anticorruption de Nanterre. Pour lui, elle est victime de sexisme. Par ailleurs, le chef de file de la France Insoumise demande l'annulation de la perquisition du siège de la France Insoumise en début de semaine. Un accord salarial a été trouvé aujourd'hui chez Air France. 5 syndicats ont signé l'accord proposé par Ben Smith, à savoir 2% de hausse de salaire en 2018 et 2% en 2019. Jean-Marie Le Pen, cofondateur du Front National, devenu Rassemblement National, dont il a été exclu en 2015, dit souhaiter figurer sur la liste du parti aux élections européennes et suggère qu'elle soit conduite par l'eurodéputé Bruno Gollnisch. Qu'est-il arrivé à Sophie Le Tan, la jeune étudiante disparue il y a 1 mois et demi à Schiltigheim en Alsace, alors qu'elle allait visiter un appartement? Le mystère reste entier. Une dizaine de membres de sa famille ont été reçus hier après-midi à Strasbourg par une juge d'instruction. Une centaine de personnes s'étaient réunies en début d'après-midi sur le parvis du tribunal pour soutenir la famille. Les proches ont tenu à remercier la police judiciaire pour son excellent travail. Le principal suspect, Jean-Marc Reiser, a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Il a reconnu que la jeune femme de 20 ans était bien montée dans son appartement le jour de sa disparition.
Des milliers de fans de Johnny Hallyday se sont rendus cette nuit chez leur disquaire pour se procurer l'album posthume de leur idole, Mon pays c'est l'amour. 800 000 exemplaires ont été mis en vente. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.